On vous entend qui pas. sont derrière vous vous entendent pas. Bonjour. Prenons un exemple, c'est le cas des chefs, les scouts, les louveteaux, quand ils font un camp. Ils disent, bon, ben, qui c'est qui va faire le bois? Il y en a qui va chercher l'eau, donc ils ont une responsabilité. C'est un exemple. Oui, à condition qu'on fasse tourner les responsabilités. Parce que si on ne les fait pas tourner, on a tendance à avoir les concepteurs, les exécutants, les chômeurs et les gêneurs. Hein? Moi, il y a un texte qui parle des classes vertes et ce qui me frappe dans ce texte, je pense qu'il y a une attitude, une confiance qui est donnée aux enfants. Et cette attitude de confiance, de bienveillance, elle est extrêmement importante. Je pense que dans la citoyenneté, on ne peut pas construire la citoyenneté si on se méfie des individus qui vont former ces citoyens. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une résonance très forte. Il y a la dame en haut. Du coup, en résonance, je pensais aussi que, on parle de l'éducation à la citoyenneté, mais pour éduquer donc des enfants à la citoyenneté, il faut aussi, je pense qu'en tant qu'adulte, on soit conscient nous-mêmes des responsabilités qu'on a et du fait et qu'on soit vraiment acteur dans la société, dans la démocratie, qu'on reprenne un peu nos droits et notre place pour pouvoir dire légitimement aux enfants qu'ils ont une place aussi. Merci. La dame, vous avez... Oui. En amont de la lecture des textes que vous nous avez proposés, nous nous étions dit, tous les quatre, qu'appartenir à un groupe ne suffit pas. Il faut appartenir à un groupe qui est situé, un groupe d'appartenance, c'est-à-dire dans un système démocratique. Et pour pouvoir être responsable, il faut savoir qu'on peut exercer des droits et que ces droits sont garantis par l'adulte qui est présent et qui fait fonctionner le groupe. C'est-à-dire que ce que dit Fabien sur la bienveillance, en fait, c'est aussi la confiance dans la possibilité d'exercer des droits et que ces droits sont garantis. Voilà. Alors, moi, sur le principe, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas si clair que ça. Dans une famille, par exemple, on n'est pas... ça se décrète pas, ce que vous dites. Hein. Ça se met en œuvre. Dans toutes les familles, c'est pas possible. Chaque famille a son style de confiance, etc. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, je sais bien, mais il nous est apparu, quand on a préparé cette soirée, que cette question de la citoyenneté, ou en tout cas de la place et de la responsabilité qu'on prend, ça commence tout de suite. Voilà. Et le bocal à poisson rouge, c'est tout de suite. C'est pas forcément dans un groupe identifié. Mais bon, j'ai peut-être... Et juste pour prolonger d'un mot, la responsabilité dont je parle, elle n'est possible que si le maître mot, c'est pas ce qu'on nous rabâche de tous les côtés, à savoir le vivre ensemble. Le vivre ensemble n'a aucun intérêt. Hein. On peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique. On peut vivre ensemble juxtaposé chacun devant nos écrans. L'enjeu de la démocratie, c'est pas le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Parce que dans le faire ensemble, il y a l'engagement de chacun, et cet engagement dans une responsabilité qui permet, et j'insiste parce que aujourd'hui, ça me paraît important de le dire, les jeunes, ni coupables, ni victimes, responsables. Et ça, nous devons l'instituer. Ni coupables, ni victimes, responsables. Mais responsables grâce à nous, et grâce à la place que nous leur donnons. Ils sortiront du dilemme coupable et victime parce que nous leur donnons des responsabilités et avec cette bienveillance que vous évoquez. Alors vous posez la question des droits. C'est une question très importante et en particulier, moi je me suis intéressé d'abord pour y avoir participé concrètement à la Déclaration des droits de l'enfant, à la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée par la France en 1989. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des droits sur lesquels il n'y a aucun problème. Enfin, il y a des problèmes de fait. Hein.
le droit à avoir une alimentation correcte, le droit à avoir des soins quand on est malade, etc. Tous ces droits-là, bon, ce qu'on appelle des droits créances, en termes juridiques, c'est le droit à quelque chose. Cela, on sait bien les définir. Et puis, il y a quelques articles dans la Déclaration des droits de l'enfant, dont je voudrais vous expliquer comment ils ont été rédigés avec des tractations à n'en plus finir, qui ne sont pas les droits créances, les droits à, mais qui sont les droits de. C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, on vous dit « tout enfant a la liberté de conscience et de religion ». Ou on vous dit « tout enfant a droit de donner son avis sur toutes les affaires le concernant ». Bon. Oui, sauf que ces droits-là, les droits de, qui ne sont pas des droits à, supposent la présence de l'adulte pour l'aider à les exercer, c'est-à-dire supposent l'éducation. L'enfant n'a pas spontanément la capacité à donner son avis sur toute affaire le concernant. Pour qu'il puisse donner son avis sur toute affaire le concernant, il faut que l'adulte l'aide à donner son avis, l'aide à entrer dans le langage, l'aide à sortir du borborigme, l'amène à prendre sa distance avec l'immédiat, etc. Et donc, il y a les droits créances, et ils ne sont pas respectés dans le monde entier, hein, et même chez nous en France, hein, le droit à l'éducation, il n'est pas respecté pour toute une série d'enfants porteurs de handicap, pour toute une série d'enfants qui viennent, d'enfants de réfugiés, par exemple. Bon. Donc le droit, il y a des droits créances qu'il faut mettre en œuvre. Mais globalement, on sait bien faire. Si on veut, on peut. Si on en a les moyens. En revanche, les droits libertés, ils supposent quelque chose de plus, qui est un adulte présent, une figure tutélaire et une exigence qui permet à l'enfant de s'exaucer au-dessus de l'immédiateté et de s'exaucer au-dessus de l'infantile. Je vais dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que notre société vit une espèce de mise en coupe réglée de la régression infantile. Voilà, à l'infantilisation des adultes eux-mêmes. Et l'infantile, pour moi, n'est pas l'enfance. Hein, l'infantile, c'est ce qu'organise le capitalisme pulsionnel et le caprice mondialisé. Cette régression à l'infantile, y compris à travers notre utilisation de nos portables, etc., qui nous infantilise totalement. Hein. Nous sommes d'ailleurs, enfin, nous ne gérons plus nos portables, c'est nos portables qui nous gèrent. Enfin, on est totalement infantilisé par tout ça. Donc, cette régression infantile, il me semble que nous avons à lutter contre. Et donc, pour lutter contre, il faut que ce soit l'enfant qui prenne le pas sur l'infantile. Et l'enfant, il se construit d'une certaine manière contre l'infantile, contre le pulsionnel, contre l'immédiat, contre le caprice, etc., etc. Et là, c'est l'éducateur qui a sa place, c'est l'adulte qui a sa place. Donc la notion de droit de l'enfant, il faut la clarifier et elle est compliquée. Et elle ne peut pas être, en ce qui concerne le droit à l'expression, laissez les enfants s'exprimer, il en sortira toujours quelque chose de bon. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour organiser le retour en arrière. Si vous dites aux enfants, exprimez-vous sans leur donner un cadre qui puisse favoriser cette expression, ce sera le bordel. Et ce sera, mais pain béni pour les spécialistes du « je vous l'avais bien dit » qui vous diront, vous voyez bien, quand vous donnez de la liberté aux enfants, c'est le bordel, donc il n'y a qu'à remettre de l'ordre et faire quelque chose qui tourne. Si on n'outille pas les enfants pour qu'ils s'expriment psychiquement, linguistiquement, pédagogiquement, ce sera le bordel. Et donc, on pourra revenir d'autant plus légitime à une éducation autoritaire et noire, à une pédagogie noire. Voilà. Donc je dis, attention à la notion de droit, parce que, d'une certaine manière, elle a donné lieu à quelques ambiguïtés et parfois même à une certaine forme d'abstention éducative au nom du fait que l'enfant a le droit de s'exprimer, on n'a rien à lui dire, quoi. Et Françoise Dolto n'a jamais dit ça, d'ailleurs. Hein. Qui en a fait dire ça n'a jamais dit, parce que l'enfant a le droit de s'exprimer, l'adulte n'a rien à lui dire. Merci. Madame, il y a encore... juste... Oui. Plus près du micro. Ah. Et il est coupé. Il est coupé. Là, vous m'entendez? Oui. Très bien. Ce qui me semblait intéressant dans votre école, et par rapport au cadre et autres, pour le dire un peu autrement, c'est que les adultes acceptaient de se laisser déborder par les enfants. Je ne pense pas que ce soit une prise de pouvoir, le coup du téléphone, c'est que vous acceptiez, avec ce que vous donniez comme responsabilité, qu'ils vous débordent.
Et je trouve ça vraiment intéressant de le dire comme ça, parce que pour faire le lien avec ce qu'on travaille du côté de la psychanalyse, c'est aussi ce qu'on dit des mères, c'est que pour les enfants puissent sortir de leur borborigme, comme vous dites, il faut que la mère se laisse déborder à un moment par le fonctionnement de l'enfant. Sinon, ça ne marche pas. Et je trouve que c'est vraiment voilà, très similaire à ce que vous avez eu le courage de faire. Et je voulais intervenir sur la sortie, et ça va vraiment dans le même sens. Quand on a fait une sortie, c'était dur, on n'aime pas trop les adultes qui vous fassent la honte, hein, mais il ne faut pas céder devant, il faut renoncer. Ça serait refuser l'obstacle. Et là, c'est pareil, quoi. Il faut accepter qui vous déborde. Merci beaucoup. C'est très gratifiant votre intervention. Merci. La dernière intervention pour cette séquence-là, madame. Bonsoir. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport au droit de s'exprimer. Que l'enfant ait un droit à s'exprimer et qu'il puisse dire tout et n'importe quoi. Ce sur quoi on a travaillé avec notre groupe et ce qui est ressorti, c'était que l'enfant avait du mal à écouter l'adulte. Et ensuite, ce qui a été important, c'était de dire que les enfants eux-mêmes avaient besoin d'être j'ai perdu mon fil. Donc que les enfants n'apprenaient plus à écouter l'adulte, mais aussi que les enfants avaient besoin qu'on leur montre qu'ils pouvaient être écoutés. Et à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient être écoutés, sans avoir à... Ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire, mais en revanche, l'adulte derrière doit dire « Ok, je t'ai entendu », enfin doit... voilà, il peut dire « Ok, je t'ai entendu, mais écoute-moi, j'ai moi aussi quelque chose à te partager ». Merci. Bon, on va arrêter cette séquence-là. Maintenant, vous remettez en groupe de 4 et autour de vos idées, vos projets. Une foire aux idées et aux propositions concernant l'éducation à la citoyenneté. Maintenant, il est temps de passer en plénière et de nous faire partager vos idées, vos propositions, vos projets. Alors, les micros baladeurs vont se mettre en place afin de recueillir vos propositions, vos idées, vos projets. Alors, donc on fait, tout le monde lève la main, et après c'est Monsieur Mérieux qui fera la synthèse. Et après on sortira par la sortie sur le côté, où vous déposerez, si vous le souhaitez, dans le coupon réponse dans l'urne. Après vous avez une table de presse. Et après, un buffet offert par la ville de Grenoble. Hein. Donc, patientez encore quelques temps. Je sais qu'il est tard, mais... Bon, allez, on y va. Allez, on s'écoute. Qui commence? La première idée, le premier projet, la première proposition. Une dame, un monsieur.
avez-vous des idées, des propositions? Soyez fous. Merci, monsieur. Bonsoir. Je commence par, comme je commence, ça va être une idée. Mais c'est vrai qu'on peut créer de la démocratie dans les écoles. Dans le petit groupe, on est 3 enseignants et une dame qui ne l'est pas. Donc la démocratie, expérimenter la démocratie dans l'école, il y a le système classique des élections d'un conseil de classe ou des activités de vie de classe. Et moi, j'aurais envie d'expérimenter d'autres formes de démocratie. Alors, pas forcément une élection à majorité, mais il peut y avoir d'autres systèmes de proposer, comme le tirage au sort. On a eu des débats avec des adolescents sur ce système. Voilà, donc éventuellement. Mais en tout cas, expérimenter la démocratie au sein d'un petit groupe classe. Voilà, un projet. Merci. D'autres projets, propositions, idées? Soyez fous. Ah là, ça y est. Derrière la dame en noir. Et le monsieur en bleu. Non. Voilà. Allez-y. Alors, moi, ma question, c'était... du coup, j'ai eu plein de pistes d'explications. C'est plutôt par rapport à avant. Mais j'ai eu plein de pistes d'explications avec le référentiel victime coupable. Donc, merci. Mais du coup, moi, ma question, c'est comment on amène à une prise de conscience des tendances structurelles qui dépassent les individus, qui sont parfois injustes, aliénantes. Bon, voilà. Et tout en allant vers l'émancipation de l'individu. Et donc de ne pas être, et ça rejoint en fait la question précédente, de ne pas juste expérimenter des formes de démocratie qu'on connaît et qui des fois ne fonctionnent pas, et d'aller vers d'autres choses. Donc de ne pas être au final dans un formatage, dans un modelage au monde qui nous entoure, mais comment amener vers plus d'esprit critique peut-être, et d'invention en fait, et pour aller vers une transformation sociale, pour utiliser les grands mots. Voilà. Merci, madame. Madame? Oui. Alors en fait, moi j'avais 2 choses en tête. Une première, c'est, ça vient pas du tout de moi, je pensais à la méthode Maria Montessori, qui est quand même très intéressante dans l'éducation des enfants pour déjà l'humanité tout simplement, avant la citoyenneté. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ma pratique artistique. Vous pensez à quoi en particulier chez Maria Montessori? Je pensais à la façon d'écouter l'enfant et de le responsabiliser. C'est-à-dire qu'on écoute ses besoins, on écoute ce qu'il dit. On m'entend plus? Et en même temps, il a un cadre qui est là et on le fait vivre avec des enfants de sa tranche d'âge, mais c'est pas des classes de 3-4 ans, c'est une classe de 3-6. Donc déjà, il expérimente l'interâge. Je ne sais pas si ça répond un peu. Et l'autre chose, donc, comme je disais, c'est par rapport à ma pratique artistique. Donc, je suis danseuse hip-hop. J'ai un collègue à côté aussi et un autre artiste de Batucada. Nous, dans nos pratiques, on vit la citoyenneté à travers l'art. Et je sais que moi, dans la façon que j'avais d'organiser mes cours, j'essayais de faire prendre conscience aux enfants qu'ils n'étaient pas là uniquement pour une pratique culturelle et artistique, mais qu'ils avaient des choses à partager. Et je pense que déjà, partir de là, c'est apprendre la citoyenneté, déjà de partager et qu'ils puissent s'exprimer à travers tout ça. Et ensuite, moi, j'ai plein d'idées pour faire passer certains messages au travers de spectacles, mais ça, c'est encore autre chose. Merci. Madame. Oui, bonsoir. Je suis conseillère conjugale et familiale et en fait, dans ma pratique, j'interviens auprès des jeunes. Ce qu'on ne sait souvent pas, c'est que l'éducation à la sexualité est quelque chose d'obligatoire à partir du CP jusqu'en terminale dans les classes en France. En fait, dans les faits, nous, on intervient souvent en 4e, 3e et quelques fois au lycée. Les instituts qui souhaitent qu'on intervienne sur la reproduction humaine en CM2, voire sur les rapports sexistes en CE2, CM1, on en a de plus en plus. En 5 ans, on est passé de 1 école à 8 cette année qui nous interpellent
parce que ce sont des problèmes récurrents, véhiculés justement par les médias, les réseaux sociaux. Les élèves, on s'aperçoit que dès la primaire, ont des profils Facebook, postent des photos qu'ils ont pris de leur maître ou maîtresse en classe, des commentaires injurieux. Donc nous intervenons, et notamment avec un programme qui s'appelle le PRODAS, qui est un programme québécois de développement affectif et social, en faisant référence à leurs émotions, pour se dire, si moi je ressens ça, l'autre aussi, donc comment je peux faire en sorte de changer ma pratique, de changer ma communication, il y a un souci, pour que je véhicule sans la violence. Et ça fait maintenant plus d'1 an qu'on intervient dans une école et dans une classe. C'était des problèmes très récurrents que l'Institut et ses collègues faisaient remonter. Ça s'est beaucoup apaisé et l'année prochaine, ils nous demandent d'intervenir dans 2 classes pour pouvoir continuer ce projet notamment. Donc c'est quelque chose qui pourrait être généralisé à l'ensemble des écoles et on espère au final aussi intervenir carrément dans le programme des futurs professeurs des écoles pour qu'ils aient ces outils-là et qu'ils puissent mettre en place au quotidien ce genre de dialogue, des petits cafés philosophiques, des petites thématiques, pour justement apprendre à être ensemble et se respecter. Alors pas le vivre ensemble, j'ai bien compris la nuance, mais vraiment se respecter dans leurs ressentis et leurs émotions. Merci madame. Monsieur. Bonjour, nous dans notre discussion on s'est rendu compte qu'en fait ça passait beaucoup par le débat aussi, l'éducation à la citoyenneté, dès le plus jeune âge. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'essaie de faire avec des enfants de maternelle, mais qui est très important dans toutes les tranches d'âge, et peut-être aussi hors cadre scolaire, parce que dans l'école, on ne peut pas forcément toujours tout dire, et il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être dites. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit voilà, dans notre débat, qu'il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être dites aussi hors cadre scolaire, avec des intervenants différents, des enseignants, et qui est peut-être pas forcément généralisé partout, et qui est quand même très important, je pense, dans le développement de l'enfant. Merci. Merci. Madame. Bonsoir. Moi, j'ai une suggestion, c'est peut-être d'ouvrir un petit peu plus les écoles aux parents, parce qu'à un moment donné, éduquer à la citoyenneté, c'est peut-être aussi apprendre aux parents à éduquer à la citoyenneté et peut-être approfondir un petit peu ça. Peut-être ouvrir par le biais de conférences, d'ateliers parents-enfants, et pas forcément des ateliers avec les parents et leurs enfants, mais des parents et des enfants. Voilà. Merci madame. Monsieur. Oui. Excusez-moi, je vais faire une petite apparition un peu, c'est un peu extraterrestre, mais pourquoi pour moi, à mon sens, on ne peut pas parler de citoyenneté sans évoquer le sujet de la culture. Après, on peut penser, ouh, c'est compliqué la culture, ouh là là. Mais alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de mettre la culture dans un coin, la mettre de côté, en pensant que la citoyenneté, on va pouvoir trouver une façon de résoudre tous les problèmes qu'il y a. C'est pas possible. La culture et la citoyenneté, ça doit être marié. Si on se pose pas des questions sur la culture pour trouver des solutions pour aller ensemble vers une citoyenneté, on n'arrivera pas à trouver on n'arrivera pas. Voilà, c'est... Merci. Madame. Voilà. Je ne sais pas quel côté. Bonsoir. Je voulais rebondir sur l'intervention sur les parents, parce que moi j'ai un peu la voix qui tremble. Moi je viens ici en tant que parent, donc c'est vrai que par rapport au temps d'échange qu'on a eu, ça m'a fait référence à une photo que j'avais vue il y a très longtemps, d'une fleur en fait, où on voyait au milieu l'enfant, et sur chaque pétale on voyait la société, l'école, les parents, les médias, enfin voilà, tout ce qui regroupe la société. Et là où on est un peu démunis, c'est que on cherche toujours à faire un lien justement par rapport à toutes ces pétales et l'enfant qui est au milieu. Et quand on dit qu'il faut faire intervenir les parents, je suis pas contre, mais on manque beaucoup d'outils en fait. Donc c'est vrai que là, je sortirai de la conférence avec des notions, des définitions, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas d'outils à hauteur de parents. Donc voilà, si ça peut ressortir derrière, s'il peut y avoir des prospectus, des choses comme ça, je veux bien. Merci, monsieur. Oui, donc, mon intervention sera dans la suite de ce qui a été dit sur le débat, notamment avec les enfants, et puis
tout à l'heure, il a été dit l'enfant a du mal à écouter l'adulte. Et j'ai envie d'ajouter et réciproquement. Je pense que c'est le et réciproquement qui est important. Il me semble que plus que de débat, moi, il me semble qu'il faut des lieux de dialogue ou de discussion, parce que le débat, c'est toujours vouloir avoir raison contre l'autre, alors que la discussion et le dialogue, il y a une place qui est donnée à l'autre. Et je pense que donner la parole aux enfants, c'est pas simplement donner la parole aux enfants, c'est qu'il y a vraiment un dialogue aussi. Il me semble qu'il faut qu'il y ait des lieux de dialogue entre enfants et adultes pour faire de l'enfant ce que certains ont appelé un interlocuteur valable et qu'il soit reconnu comme ça. Et je dirais que c'est en l'instaurant comme interlocuteur valable qu'on va le rendre responsable de sa parole et de ses propos. Et du coup, l'enfant ne dira plus n'importe quoi. Et voilà. Et il me semble que du coup, il faudrait qu'il y ait des lieux d'exercice de cette citoyenneté où on apprenne à penser ensemble, à se poser des questions ensemble, à se questionner sur ces questions ensemble, et que ces discussions aussi ne visent pas forcément à un accord, et qu'on soit aussi capable de débattre de choses dont on n'est pas d'accord, je dirais. Et il me semble qu'on a là aussi une définition de la démocratie telle que le donnaient des philosophes comme Paul Ricoeur. Merci, monsieur. Oui, suite à la discussion que nous avons eue tout à l'heure, il nous a semblé aussi utile de développer l'idée du plaisir dans l'apprentissage et d'arriver à faire passer l'idée aux enfants que apprendre, c'est un plaisir, ça peut être une joie de connaissance. Et dans ce cas-là, il y a moins besoin d'évaluation. Et voilà, et donc il y avait cette idée-là. D'autre part, j'en profite pour dire que l'union de l'ISER des DDEN, les délégués départementaux de l'éducation nationale, organise un prix de la citoyenneté et qui se déroule d'ailleurs actuellement. C'est tous les 2 ans et cette année, le thème est « Mon école nous rassemble ». Et voilà, il y a une 50aine d'écoles du département qui participent et on a des œuvres qui sont magnifiques et on sent que les enseignants sont là pour encadrer, mais ce sont vraiment les enfants qui ont créé, qui ont colorié, qui ont écrit, qui ont fait plein de choses. Et voilà, j'aimerais que cette expo puisse circuler. C'est pas facile parce que ce sont des œuvres faites par des enfants, c'est pas toujours très solide, c'est pas très facile à exposer, mais il faudrait que ce soit plus connu, quoi. Voilà. Merci, monsieur là-haut. Bon, moi je voudrais d'abord remercier l'organisation dont je fais partie, mais parce que j'ai été vraiment impeccable. Je me suis retrouvé dans un groupe de 3 autres personnes, et ces 3 autres personnes avaient 3 facettes très différentes, hyper enrichissantes, donc elles vont noter sur le petit papier, j'espère que tout le monde pensera à faire pareil, leurs pistes, qui étaient des pistes de propositions qui, bon, j'ai pas longtemps, donc je vais prendre du temps pour la mienne, égoïstement. Et la mienne, c'est sur, on aurait pu parler des conseils municipaux des enfants, mais là, je tiendrais, moi, à parler de ce qui est relativement nouveau après les histoires de rythme scolaire, qui s'appellent des projets éducatifs de territoire. Et j'en parle d'autant plus que c'est vraiment quelque chose qui part pas dans le bon sens, me semble-t-il, en ce moment. Si on est sur un territoire et qu'on se propose de voir le côté éducatif du territoire, on devrait là mettre en œuvre vraiment tout ce qui est possible en termes de citoyenneté, en s'appuyant sur donc des gens qui sont dans le périscolaire, mais aussi de parents, aussi de responsables d'associations et des enseignants, bien sûr, des écoles. Et là, il me semble qu'il y a des pistes fantastiques pour peu qu'on ne se limite pas à faire des activités, comme on dirait, des activités occupationnelles pour les enfants dans le périscolaire, mais qu'on cherche avec les enseignants et les parents et les associations à regarder sur un territoire quel est le souci ou quel est le bonheur qui fait qu'on peut ensemble essayer de travailler. Merci André. Alain ? Autre intervention iconoclaste sans doute, je voudrais revenir sur une intervention de Philippe Mérieux tout à l'heure quand il parlait d'unité, en parlant de patois. Philippe, ce n'est pas des patois, ce sont des langues. Oui, oui. J'ai employé le terme qui était employé à l'époque. Oui, je sais. Mais en sachant que certainement ceux qui sont des spécialistes de la langue sauront ce qu'il est la souffrance qu'il y a à nous interdire à parler notre langue maternelle.
Et tout ça pour amener un peu cette réflexion, je rejoins la question de la culture, évidemment, parce que je crois que cette unité de la France qui s'est faite en niant les diversités culturelles de nos régions, on la paye encore aujourd'hui, et on est incapable aujourd'hui de travailler sur la diversité culturelle, et notamment dans les quartiers populaires. Et je crois que là, il y a aussi une urgence, et que je crois que quand on parle d'éducation à la citoyenneté dans le cadre de la démocratie, il faudrait vraiment qu'on revérifie que la culture, ce n'est pas simplement accéder aux œuvres légitimes de l'art, telles que le disait Malraux, mais c'est bien travailler sur nos différences et sur nos spécificités que nous devons faire vivre ensemble. Merci. Merci Alain. Est-ce qu'il y a encore? Oui. Ah, oui. Madame là-haut. Elle a levé la main avant. Bonsoir. Alors, moi, une idée que j'ai, c'est tout simplement que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience individuelle des adultes, qu'avant de demander aux enfants de se comporter comme des citoyens, il serait peut-être temps qu'on se comporte comme des citoyens nous-mêmes, adultes. C'est-à-dire que je pense par exemple à la protection des enfants. Enfin, j'ai encore un